Bienvenue dans Garder le Cap, le podcast qui te parle d'investissement et de patrimoine sans filtre. Je m'appelle Aldric Morin et je suis le cofondateur de Clipper Capital, un cabinet de gestion privée. Dans ce podcast, je vais accueillir des invités de plein d'horizons différents et ensemble, nous allons parler d'investissement. Mon objectif, c'est de te donner de l'inspiration et de te montrer qu'investir bien et intelligemment est à la portée de tous. Dans ce premier épisode, j'accueille Brokenback pour échanger sur son parcours musical, sur la façon dont il crée son projet artistique et aussi sur ses investissements et notamment ses investissements immobiliers. Enfin, je dis que je t'accueille dans ce podcast, mais en réalité, c'est plutôt toi qui nous accueilles, puisque aujourd'hui, on est à Saint-Malo, dans ton studio d'enregistrement. Donc, merci déjà de m'accueillir chez toi, c'est très sympa. Et avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ton parcours, j'aimerais d'abord te dire comment moi, je te perçois, puisqu'en fait, tu as un parcours qui est assez particulier. Aujourd'hui, tu es un artiste qui est énormément écouté, streamé. Tu as plus de 600 millions de streams et plus de 400 concerts à ton actif à travers le monde. Donc moi, je te vois un petit peu comme le Daft Punk de la folk pop, c'est-à-dire que tu vis de ta passion musicale et en revanche, tu n'as pas de problème pour aller acheter ton pain à la boulangerie. Ouais. Donc toi, aujourd'hui, comment tu te vois justement par rapport à tout ça? C'est vrai, moi, c'est un luxe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de pouvoir encore sortir de chez moi, etc. C'est marrant que tu parles de ça parce que euh, il y a des volumes de streams, des concerts, etc. J'ai la chance de pouvoir vraiment vivre de ma passion aujourd'hui. Et pour autant, pouvoir aller me promener comme ça, sans qu'on me reconnaisse tant que ça, c'est un vrai luxe. Et c'est dû au fait surtout dans une carrière musicale, à la manière dont tu as été connu la plupart du temps. Si c'est par la radio, la télévision ou les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est forcément un petit peu au détriment du fait qu'on puisse te reconnaître dans la rue. D'accord? Et moi, c'est plus c'est vraiment la musique en elle-même qui a voyagé avant même, moi ou mon visage. Donc, beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui savent pas du tout la tête que j'ai, Ok. voilà, donc moi, je trouve ça assez cool parce que le plus important pour moi, c'est que ce soit ma musique qui soit écoutée, que, qu'on reconnaisse mon visage. Donc, c'est assez chouette comme situation, ouais. Alors justement, on va revenir à tes débuts. Ouais. Tout a commencé, je crois, par la plateforme YouTube, Ouais. où tu faisais des covers Ouais. de chansons et où tu te filmais et tu chantais sur des chansons assez connues. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi déjà tu as choisi YouTube Ouais. pour te lancer? Comment ça s'est fait? Bah, en fait, ça s'est fait, un peu par accident parce que YouTube, c'était un peu la plateforme qui cartonnait pour la musique à l'époque. C'était vraiment les tout débuts de Spotify, hein, on sortait de l'ère, c'était en 2013, donc on sortait depuis quelques années à peine de l'ère du piratage. Ok. La musique avait pas de valeur, enfin, elle valait, 0. Et YouTube, c'était la plateforme où juste on postait ses créations, que ce soit des covers ou des originaux. Et moi, j'étais, en études à ce moment-là et je me suis, bloqué le dos, en fait. Déplacement, du bassin, je suis resté 1 an bloqué, je pouvais pas vraiment marcher, je galérais, quoi. Donc la Ok. musique, ça a été mon refuge, ça a été mon médicament. Je faisais de la musique surtout pour, oublier ça, pour sortir de mon corps, en fait, tout simplement. Ok. J'ai composé, j'ai posté, mes morceaux, des covers et cetera sur YouTube et ça a commencé à exploser. Ça a fait des millions de vues, assez rapidement et tous mes amis à l'époque m'appelaient Dos Cassé, parce que j'avais le dos cassé. Et donc, c'est comme ça qu'est venu mon nom de scène Brokenback, en fait. Parce que comme je composais en anglais, Brokenback, ça veut dire littéralement dos cassé. C'était mon surnom à l'époque et je l'ai gardé comme un clin d'œil un peu à ces démarrages, en fait. Ok. Et comment t'expliques justement que c'est explosé aussi vite sur YouTube? Sur YouTube, en fait, c'était une époque où on écoutait beaucoup de musique sur des grosses playlists YouTube un peu électropop. Ok. Il y avait The Sun Uni, The Vibe Guy, Get the Sound, ces genres de chaînes. Ça parlera peut-être à certaines personnes, nées entre 85 et 95. Et ces chaînes-là, en fait, ont commencé à poster mes chansons, dans leur, playlist et c'est là que ça a vraiment, littéralement explosé. Ok. Et au contraire, t'avais des choses qui étaient un petit peu plus difficiles quand tu as démarré les premières vidéos, par exemple. Comment ça s'est passé pour toi? Non, ça s'est fait vraiment c'est la passion le moteur donc en fait, tu vois pas vraiment les difficultés à ce moment-là et puis je pensais pas forcément en faire mon métier donc c'était vraiment que juste du plaisir et c'était même un besoin, hein. C'était mon médicament comme je disais, ça me permettait vraiment de penser à autre chose. Entre temps, j'ai trouvé un super ostéo donc qui m'a remis Ok. sur pied, et donc ça allait beaucoup mieux. J'ai pu fort de cet engouement, initial, commencer à amener ces morceaux sur scène, commencer à faire une tournée et cetera et m'entourer un petit peu aussi professionnellement parlant avec, un tourneur, avec un manager et cetera. Mais ouais, je l'ai très bien vécu, c'était que du plaisir. C'était j'ai en fait,
j'ai jamais imaginé pouvoir faire ce métier, chanteur. Ok. J'étais en école de commerce à ce moment-là. Moi, j'étais dans l'entrepreneuriat. J'avais une marque de maroquinerie et une agence digitale. Donc, j'étais dans mes projets d'entrepreneuriat et pour moi, c'était juste un rêve en fait. C'était pas quelque chose de possible. Ok. Donc, c'est du bonus, ça a été que du bonus à ce moment-là. Et puis, c'est devenu en fait mon métier. Donc, voilà, j'en suis hyper content aujourd'hui. Et alors, tu parlais de Spotify qui était encore embryonnaire à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, les artistes, quand ils se lancent, ils sont obligés de jongler avec YouTube, Spotify, les autres plateformes de stream, Partout. les réseaux sociaux comme TikTok, etc. Toi, comment tu perçois justement tout cet écosystème pour se lancer pour un jeune artiste? C'est pas simple. En fait, il y a plein de manières de se lancer et je suis pas la prétention de pouvoir donner le moindre conseil, mais il y a plein de manières en fait de faire son trou. Il y a plein d'artistes dont la typologie d'éclosion est différente. Il y en a qui vont privilégier les réseaux sociaux, qui vont devenir très forts sur les réseaux et par ruissellement en fait, les gens vont écouter les morceaux sur, Spotify, Deezer, Apple Music et cetera. Amazon Music pour, citer, mais, je vais pas faire de jaloux. Mais, après tu as des artistes aussi qui se développent plus par, des morceaux qui voyagent, presque d'eux-mêmes. Moi, c'est plutôt mon profil. En fait, je suis plus fort en stream que sur les réseaux, donc ça peut paraître bizarre, mais je fais beaucoup plus de streams et j'ai plus de followers sur Spotify, par exemple, que sur Instagram. Ok. Hem, Après, il y a des artistes qui se développent par le live aussi. Des artistes qui, comme Deluxe, par exemple, c'est un groupe le live est tellement incroyable, en fait, que dès qu'ils font un concert, ça fait boule de neige, et Mhm. ils se retrouvent à jouer sur les plus grosses scènes, les plus gros festivals. Donc voilà, en fait, il y a plein de portes d'entrée. Faut pas se dire: «Tout est bloqué, c'est compliqué partout». C'est évidemment, assez difficile, c'est une industrie qui est un petit peu dure parce qu'elle se relève des années les années post 2000 où, tout s'est effondré. Il y a des vagues de licenciements avec le piratage où vraiment, c'était plus compliqué, c'est une industrie qui a un petit peu fondu Ok. en termes de valorisation, mais donc on se bat avec un petit peu moins de il y a moins d'argent dans la musique aujourd'hui, mais donc ça reste un peu dur pour ça, parce qu'on a moins les moyens de se donner les moyens pour, pouvoir en vivre, continuer de faire sa passion et chaque artiste a vraiment sa spécialité, quoi. Chaque artiste, a un petit peu son et ça dépend de son histoire, ça dépend de sa personnalité. Moi, je suis beaucoup moins réseaux sociaux. Je sais que ça serait une énorme aide si j'étais beaucoup plus présent sur Instagram, mais ou Facebook ou TikTok, mais c'est moins mon truc, donc je suis moins bon, donc pour le moment, c'est pas là mon point fort. Et alors justement, tu parlais d'argent qu'il y a dans l'industrie. Sur ces plateformes-là, quelle est celle qui te permet justement d'avoir la meilleure rémunération? Est-ce que tu serais un jeune artiste, tu lui dirais, bah voilà, il faut mieux que tu te concentres d'abord sur cette plateforme, parce que déjà, elle peut aussi te rémunérer. Elles rémunèrent toutes. Après les chiffres, ils dépendent en fait, c'est assez des calculs assez savants, hein, qu'ils font en interne et cetera, mais en général, une même plateforme va pas te rémunérer la même chose en fonction, du pays déjà. Parce qu'en fait, D'accord? un stream dans un pays, il est rémunéré à l'artiste en fonction de combien il y a d'abonnés payants dans le pays. Ok. Donc un stream, Spotify France, faut pas la même a pas la même valeur qu'un stream Spotify Suède. Ok. Une énorme part du pays, c'est dans la culture, ça Hmm. a été créé là-bas donc ou Danemark, Finlande, ces pays-là, rémunèrent, quasiment, 5 € pour 1000 streams, pour faire des simplifications. En France, on est autour de 2,90 €, 3 €, Ok. si on détient tout son master. Ok. Si les producteurs du morceau touchent, à peu près ça en France. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Je sais pas, en Espagne, je crois que c'est 1000, enfin 1,80 €, ou 2 € par, ça dépend vraiment du pays, en fait, et du nombre d'abonnés premium et ensuite les plateformes en elles-mêmes, Spotify versus Apple, payent pas les mêmes choses. Apple paye presque 2 fois plus par Ok. stream, mais parce qu'en fait, c'est une question de taille. En fait, Apple est un petit peu moins, j'ai l'impression, de part de marché que Spotify ou Deezer, par exemple. Ok. Paye un petit peu mieux aussi. Amazon paye aussi très bien, donc ça va dépendre, quoi, ça dépend du pays dans lequel le stream est généré, ça dépend de la plateforme. Ok. Spotify étant plus le plus gros et entre guillemets, la grande surface des plateformes de stream aujourd'hui, avec aussi beaucoup de podcasts et cetera. Donc c'est normal, le stream, il est un petit peu dévalué, il est payé moins cher qu'un stream, qui va être fait, sur, Deezer, Ok. aux US par exemple, ou enfin je sais même pas si Deezer est aux US, mais on va dire Apple Music en Suède, par exemple. Alors justement, donc on a vu ton démarrage via YouTube. Ouais. Et puis en fait, très vite, les choses s'accélèrent pour toi parce que tu commences à être contacté par une première major. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, ce que tu as ressenti quand
tu as une grande maison de disques qui prend contact avec toi, alors que toi, tu étais juste Ouais, un petit peu dans ton garage à faire des vidéos, quoi. Ouais, ouais. En fait, le parcours, il a été un peu plus, enfin, comment dire? Il y a eu des étapes, en fait, avant ça. La première, ça a été donc j'ai laissé le projet, les chansons voyager, les statistiques un petit peu gonflées. De toute façon, j'avais pas d'autre ambition que faire ma passion, faire des chansons, m'éclater et cetera et en fait, le projet commençait à grossir et là, en fait, la première maison de disques, qui m'a contacté, c'est Warner, mais la partie édition de Warner. Donc en fait, il faut savoir que les maisons de disques, il y a 2 grands types de droits dans la musique. Il y a le master, c'est la propriété industrielle d'un enregistrement, c'est l'enregistrement en fait, quand on enregistre un morceau et il y a ça va devenir un peu technique, je ne sais pas si tu veux que je rentre là-dedans, mais Non, mais c'est ça intéressant, ouais. définit le partenaire Ouais. et donc quand on crée un morceau, il n'existe pas, donc il faut l'enregistrer. Ok. On peut faire des milliers de versions différentes d'un même morceau, on est d'accord? Mhm. Une version reggaeton, une version, la le morceau de Ed Sheeran, Shape of You existe dans des milliers de versions. Ok. Il y a la version d'Ed Sheeran, mais il y en a des milliers. Donc il y a des milliers de producteurs et des milliers de masters différents de cette version. Un label peut signer, ces milliers de versions, donc des milliers de labels peuvent signer cette version. On est d'accord? Voilà, donc en gros, la partie master, c'est l'enregistrement, c'est la propriété industrielle de la chanson. Les labels signent ça en général, avec l'ambition de faire grossir l'artiste et que ce master, puisse être vendu énormément de fois et voilà, développer l'artiste. Mais il y a aussi toute la partie, en fait, intellectuelle de ton œuvre. Pour le coup, là, il y en a qu'une, c'est l'œuvre, Ok. c'est la chanson. C'est la chanson et le texte. Et c'est l'éditeur. La maison de disques qui te signe à ce moment-là, c'est un éditeur. Il y a des éditeurs, très connus qui sont les maisons de disques, mais il peut y avoir des petits éditeurs, des éditeurs indépendants, des éditeurs, des maisons de disques de taille moyenne et cetera. En fait, tout le monde peut être, toute société d'enregistrement phonographique peut gérer les éditions d'un morceau. Donc moi, j'ai d'abord signé avec un éditeur pour qu'il s'occupe de m'aider à développer la partie création, composition, en fait, faire plus de morceaux, composer pour d'autres et cetera. Ok. Donc j'ai d'abord signé avec la partie édition de Warner, mais j'ai pas signé avec le label, enfin avec Warner en tant que pour mon disque, pour mon album. Je sais pas Ok. si tu vois la différence? Ouais, ouais, très bien. En fait, j'ai signé avec eux pour les chansons de mon album, mais D'accord. pas pour l'enregistrement de mon album. Ok. Et ça, c'est une première étape que j'ai intégrée, exprès dans le processus de développement de ma carrière, parce que ça te permet de continuer de grossir en ayant un partenaire à mes côtés. C'est comme si on fait une levée de fonds, mais pas tout de suite, on fait pas qu'une levée de fonds. On commence par faire une petite levée de fonds. Un petit peu du seed money pour lancer ta Exactement. carrière. Ouais, voilà. Donc, j'ai donné un intéressement sur, la composition de mes 2 premiers albums à Warner Chappell D'accord. et juste pour la partie les œuvres, en fait, les Ok. chansons Mhm. et les textes et ils m'ont aidé à développer mon projet. Ils m'ont fait rencontrer, d'autres compositeurs. Grâce à eux, j'ai pu faire des séminaires de composition, j'ai pu écrire des chansons pour d'autres artistes, très connus et ils m'ont vraiment aidé à me mettre le pied à l'étrier. Ils m'ont fait rencontrer plein de professionnels. C'est eux qui m'ont permis de rencontrer, mon tourneur. Ok. Un photographe, ça peut paraître bête au début, mais moi je venais d'un autre milieu, donc Ouais, bien sûr. pas du tout par où prendre, les choses et donc je leur ai dit: «Moi, je veux créer mon label, être moi mon label de mes enregistrements», donc pas signé en maison de disque, Ok. juste avoir un éditeur, qui soit gros, que ce soit une maison de disque, les éditions de maison de disque ou un petit label, enfin une petite maison d'édition et donc là, c'était Warner, hein. Je trouve que c'était une grosse maison de disque, mais ça m'a permis vraiment de faire décoller, continue de faire décoller un petit peu la carrière et la maison de disque est arrivée après. En fait, j'ai sorti D'accord. un premier EP avec cet éditeur, donc ma société, donc mon nom d'artiste, c'est Broken Back, mon label indépendant, c'est Broken Back Inc., ma société et donc mon premier EP, c'était Broken Back Inc., le label et mon éditeur, c'était Warner. Ok. Ensuite quand ça a explosé, là, il y a du coup les 3 majors en France qui étaient intéressés évidemment pour signer le projet, pour aller encore plus loin, en amenant toute leur, connaissance du milieu, leurs, ressources humaines parce qu'en fait, ils ont déjà, en fait, des attachés presse radio, télé, presse, médias web, et cetera. Donc quand tu signes dans une maison de disques, tu as, d'un coup, ton équipe qui s'agrandit, en fait. C'est ça Ok. aussi la promesse et la grande force aujourd'hui d'une maison de disques, ça va aussi être de pouvoir quand un succès a lieu à un moment donné, par exemple, en France, si un titre explose, comme ils sont partout dans le monde, ils peuvent décupler très vite. D'accord. La chanson, ils peuvent la faire voyager beaucoup plus vite que si tu dois re-signer avec un label dans chaque, pays, pour développer la chanson, pour avoir accès à tous les canaux de diffusion du pays, enfin. Et donc là, tu as dû faire le choix Ensuite, entre entre, une. Universal, Warner ou Sony. Ok.
à ce moment-là pour du coup signer avec un partenaire la partie master, donc les enregistrements de mes futurs albums. Et j'ai choisi Sony. Donc j'étais à la fois chez Sony pour le master, pour mes enregistrements, et à la fois chez Warner pour mes œuvres, Ok. pour défendre mes œuvres. Et j'étais à chaque fois l'auteur et le compositeur de mes œuvres. Et donc là, pour faire le comparatif, c'est maintenant que tu fais ta série A, entre guillemets, Ouais. et là, tu as pu vraiment complètement développer le potentiel de ton projet artistique. Ouais, ça a été un temps, donc ça m'a permis d'aller très loin en fait. C'est une super page de ma carrière. J'avais un chef de projet trop cool chez Sony qui était motivé à fond. J'en ai eu même deux. Mon tourneur qui était John Hart à l'époque, mon premier tourneur du coup, il m'a accompagné sur mes 300 premiers concerts. En fait, de ma première salle en France qui était, je pense, ça s'appelait La Péniche à Lille. C'est Ok. une salle concert, un bateau sur l'eau, une péniche sur l'eau à Lille, où il y avait il y a moins de 100 personnes. Ils m'ont amené de cette première péniche qu'on a faite en 2015 jusqu'à l'Olympia, qu'on a fait 2 fois en 2016 et 2017. Et donc ils m'ont suivi sur tout le développement du live de ma tournée. Et ensuite cette phase s'est refermée et souvent c'est là où c'est un moment très difficile pour les artistes parce que on a tous envie, et moi le premier en tant que consommateur de musique, de découvrir un nouvel artiste en fait. Mhm. Donc on s'attache à un artiste, ça dure un temps et puis ensuite on passe au nouvel artiste, peu importe, que ce soit électro, folk et cetera. Donc en fait, c'est comme une carrière de sportif. C'est inscrit dans l'ADN d'un projet, dans l'industrie en tout cas, de la manière dont l'industrie fonctionne, qu'un projet, il a un timer sur la tête. Et passer le premier album, les deuxièmes albums marchent très rarement aussi bien que le premier parce qu'en fait, c'est câblé comme ça. L'industrie préfère en fait bosser un nouveau premier album d'un autre artiste qui est nouveau, parce qu'il y a ce truc nouveau auprès du public, Ok. que bosser le deuxième album. Les cas où les deuxième albums ou troisième albums sont très très bien bossés quand on reste dans la sphère des maisons de disques, c'est vraiment quand la maison de disques, quand l'artiste est devenu très gros. On va dire par Orelsan aujourd'hui, Maître Gims, enfin c'est des artistes qui de toute façon, on les attend, le public sera là, et donc la maison de disques a tout intérêt à continuer de pousser le projet, etc. Mais c'est une marche qui est très périlleuse pour les artistes, ce deuxième album en maison de disques, souvent, parce que si on n'atteint pas cette espèce de taille critique, On peut te mettre un peu de côté. et bah ouais, mais c'est ce qui arrive dans 90% des cas. Et justement, qu'est-ce que tu as appris que le grand public ne connaît pas sur cette industrie, où tu t'es dit, bah, même moi en tant qu'artiste, je ne m'attendais pas à ce que... c'est ça? En fait, ouais, cette première phase, il y a eu une redescente, et donc dans 90% des cas pour tous les artistes. Franchement, on prend tous tes artistes préférés, Ok. qui sont pas connus comme Maître Gims, Julien Doré, Orelsan, etc. Prends des artistes donc moins connus, on va dire, qui restent quand même, voilà, et compare leur deuxième album au premier, et en général, enfin, dont le premier était signé en maison de disque, tu verras qu'il est toujours beaucoup Ok. moins gros. Donc ce que j'ai appris, c'est ça, c'est que en fait, c'est des cycles. Enfin, à la base, c'est un peu une montagne, tu signes, ça explose. Et là, bah voilà, la hype, entre guillemets, redescend. Toi, tu te diriges vers ton deuxième album, tu es motivé, puis tu te rends compte qu'en fait, ça suit pas forcément. Et c'est le moment où, bah, soit en fait, tu abandonnes. C'est une phase qui peut être. Il y a beaucoup d'artistes qui parlent de santé mentale après un énorme carton. Ok. Parce qu'en fait, tu passes de tout marche, tout roule, tu cartonnes, à ça marche plus en fait. Enfin, du coup, c'est une question à chaque fois, c'est relatif le succès, mais à l'échelle de ce que tu as connu, ça marche plus dans ta tête. Même si, par exemple, ça marche quand même bien avec un peu de stream et tout, ton corps, forcément, il vit une espèce de petite dépression post-succès d'un gros carton. Et c'est une étape qui est très dure parce qu'en fait, c'est un moment où tes partenaires, du coup, ils sont un peu désintéressés, ils passent à une nouveauté. Hmm. Eux, leur cycle de travail, il est pris dans, à chaque fois, faire que cette magie arrive pour un nouveau. Et c'est cool aussi que en fait, ça tourne, c'est normal, en fait. Ok. Donc, toi, tu peux être vite seul face à ce down. Et ce que j'ai appris dans cette industrie, et c'est un truc dont je suis fier aujourd'hui, en fait, c'est d'avoir rebondi, quoi, et tout seul, et en indé. Et du coup, de m'être dit, bah maintenant, c'est vraiment totalement moi le label, c'est totalement moi l'éditeur, c'est moi qui vais comprendre comment faire voyager ma musique, je serai le producteur de mes tournées, je serai mon manager. Et j'ai compris avec ce cycle de 3 ans comment ça marchait. C'est parti tout seul, quoi. Et donc c'est ça, en fait, la réponse que tu as apportée à ce moment-là, ça a été de te dire, il faut que je reprenne complètement le contrôle sur mon projet musical. Ouais, exactement. En fait, c'était un truc que je m'étais toujours dit, parce qu'au moment de signer en maison de disque, mon rêve à moi, c'était pas de signer en maison de disque, c'était de percer en indé. Parce que j'étais dans l'entrepreneuriat à la base. Donc pour moi, le truc le plus fou, ça serait de réussir à percer en indé. Hmm. Donc je m'étais toujours dit, bah, c'est super ce qui se passe, et franchement,
j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps. Je me disais: «Pourquoi OK. moi? Mmh. Pourquoi ils me choisissent moi?» et tout ça et puis de toute façon, je m'apprêtais à faire mon chemin un peu de mon côté. Donc je l'ai pris, j'ai vécu le truc, c'était incroyable. Ça m'a permis d'être plus fort, ça m'a permis de comprendre plein de choses sur l'industrie, mais ça m'a surtout permis d'avoir toutes les armes ensuite avec ma formation, de mes études, d'école de commerce et tout ce premier parcours en maison de disques ça m'a fait ouvert le terrain pour me lancer en indé et en fait et pas tomber dans ce truc d'être un peu déprimé, de me dire: «Ah ça marche plus» parce que j'étais tout de suite Tu avais un contrebalancé nouveau par projet. l'excitation de me dire: «Allez, bah, c'est maintenant, voilà». Donc là, OK. maintenant, tu es tout seul. Au fond, tu voulais ça depuis le début et tu kiffes et en fait, c'est parti, quoi. Donc ça Et s'est bien passé. et du coup, quand tu, reprends ton indépendance, est-ce que c'est facile de reprendre son indépendance auprès d'une grande major, comme tu avais et cetera? Comment Ah, ça c'est se une bonne passe question. Ça ça à ce ça niveau-là? dépend tout dépend de comment tu as négocié ton contrat à la base et ça, oui, c'est un truc sur lequel je peux mettre entre guillemets «en garde», tous les artistes qui s'apprêtent à signer un contrat. En fait, un contrat, c'est ni plus ni moins que des idées sur un bout de papier, en fait et il faut être sûr d'avoir compris chaque idée. Parce OK. qu'un contrat, ça dit de manière très compliquée avec des mots compliqués, parfois, pas dans sa langue natale. Moi, c'était en anglais, parce que c'était un contrat où j'ai signé avec Sony, aux US. Ça dit des choses très compliquées. En fait, il faut être sûr juste d'avoir compris chaque ligne. OK, ça dit que je te prends un exemple tout bête, hein, ça dit que, quand s'arrête mon contrat, la clause de résolution et il y a plein d'idées dans cette clause de résolution. La première idée, ça va être, le contrat s'arrête à partir de et là, ils te disent combien d'albums ils vont prendre. Est-ce qu'ils sont fermes ou est-ce qu'ils sont avec des options? OK. Donc le premier était ferme, les 2 suivants étaient avec option. Donc comment ça se passe quand tu fais ton deuxième album? Est-ce qu'ils le prennent, est-ce qu'ils le prennent pas? Tu as tout le process qui explique comment eux peuvent lever l'option et comment ils décident de pas la lever. Donc techniquement, tu peux sortir dès ton premier album, en fait, Et toi, s'ils font pas le deuxième. ils t'ont accompagné Ils pour ont pris les 3. ils ont pris les 3. Ouais, c'était OK. c'était fixé 3. Ils ont pris les 3. En face de chaque album, il faut mettre des conditions qui sont aussi quand même intéressantes pour toi, des avances, des investissements marketing minimum, des choses comme ça. Mais ça, c'est du droit et donc faut être sûr quand même que tu sois bien entouré d'un bon avocat qui puisse vulgariser ça Mmh. et il faut en parler à ses proches. Parfois parce que les proches ont des idées parfois de: «Mais, il se passe quoi s'ils prennent ton deuxième album?» Parfois, c'est des questions très bêtes. Mais très concrète. Ouais, très concrètes. Et c'est vrai ça, pourquoi il y a rien écrit pourquoi il s'est pas précisé, qu'il y ait aussi une deuxième avance, par exemple, sur le deuxième album? Bah, il faut la mettre. Si Mmh elle est pas écrite, il y en aura pas. Mmh. Est-ce qu'il y a des investissements minimums garantis? Dans un contrat, en fait, un contrat garantit pas que la maison de disques travaille, en fait. Donc, si par contre, il y a des investissements minimums en face de chaque album, tu es un petit peu assuré qu'ils vont quand même un minimum travailler, parce que tu l'auras écrit dans le contrat. Une fois que, par exemple, mes 3 albums sont pris, que les 3 options sont levées, à partir de quand j'ai le droit de ressortir un morceau? C'est une question bête, OK. mais c'est la première question que tu te poses quand tu as terminé ton contrat. Tu te dis: «Bah, est-ce que je peux sortir un morceau demain?» Bah, non. OK. Dans mon contrat, il y avait une clause qui disait que pendant 1 an, j'avais le droit c'est quoi? C'est la clause du je suis nul en Formule 1, mais comme j'ai entendu parler de ça, c'est la clause du jardinier ou un truc comme ça? OK. Quand, quelqu'un quitte une écurie, dans les équipes techniques, je crois, ou les mecs au placé, il me semble, hein, mais je crois que pendant un an, ils ont pas le droit de bosser dans une autre écurie concurrente parce que D'accord. sinon ils ont trop de De trop savoir. de technique, OK. c'est trop de savoir, en fait, bah, les maisons de disques, elles se sont un petit peu basées sur cette, psychologie-là et moi, j'avais une clause, pendant 1 an, je pouvais rien sortir. Donc j'ai dû aller en 1 an. Tu fais quoi quand tu es un artiste et que pendant 1 an, tu as le droit de rien sortir en vrai? OK. Bah, ouais, tu composes, hein, du coup, mais Mmh. c'est bizarre de se dire, «Attends, imagine un joueur de tennis, quitte, un entraîneur, mais il a plus le droit de jouer pendant 1 an». C'est bizarre, en fait, tu vois? Quand Donc tu penses. Donc ça, c'est des choses que il suffisait que il lui suffit que j'en ai parlé et j'aurais pu dire, «Non, mais ça, juste, par contre, j'en veux pas de cette clause, vous l'effacez». Je pense qu'ils auraient dit oui. Mais OK. de base, elle était là. Faut Mmh. pas tilter. Donc il y a plein de choses quand même à checker en termes de droit, Et tu étais accompagné par quelqu'un pour te conseiller sur, J'avais un avocat, ouais. ouais, tu avais un avocat quand même Ouais qui était là pour, et comme tu vois, conseiller sur ça? il y a beaucoup de choses qui sont d'usage, il a pas tilté là-dessus. Pour lui, c'était pas du tout, anormal, tu vois? Donc il m'a super bien accompagné sur tout un tas de clauses, il y avait plein de garde-fous justement de ce type-là, mais celle-là, par exemple, tu vois, je l'avais et il y en a une deuxième aussi, j'ai pas le droit de faire des reprises de mes propres morceaux que j'ai sortis avec, donc Sony, pendant D'accord. 5 ans. OK. Donc là, par exemple, mon tube, Mmh mh. je sais pas, le morceau qui a 100 millions de streams, Halcyon Birds, j'ai pas le droit de faire un cover de ce morceau. J'ai D'accord. pas le droit de le ressortir là dans une version, admettons, j'ai envie de faire une version pour Noël, avec un banjo et tu vois? Mmh. Parce que c'est Noël et que c'est le délire un peu, j'ai pas le droit parce OK. que, c'est dans le contrat.
Donc, c'est des choses quand même qu'il faut vérifier. Et en revanche, l'indépendance, elle t'a permis de faire quoi que tu n'aurais pas pu faire avant quand tu étais au sein d'une major comme avant? En fait, le gros avantage de l'indépendance pour moi, c'est que j'ai totalement compartimenté dans ma tête. Ça peut paraître complètement contre-intuitif parce que, par exemple, j'en parlais avec, mon booker ou d'autres personnes autour de moi. Ils me disent: «Mais maintenant que tu vas être indépendant, tu vas réfléchir en termes de business». Donc tu peux te dire que si tu es un artiste et que tu as les mains dans le business, Mhm. tu es pas à ce que tu fais vraiment dans Ok. ta musique. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais, très bien. Ça, c'est la première chose qu'on se dit. Ok. Bah, maintenant que c'est toi qui gères tout, tu vas prendre tes décisions en fonction de l'argent ou en fonction de est-ce que ça et en fait, ce qui s'avère, être le cas, c'est totalement l'opposé. C'est que maintenant que je peux séparer les 2, c'était en fait la maison de disques, les tourneurs qui attendaient un nouveau tube et cetera, qui conditionnaient implicitement dans ma tête le fait qu'il faille que je fasse un nouveau tube. Ok. Cette pression-là, je me la mets plus du tout. Quand je suis en studio, je ferme la porte, c'est que moi, ma musique, je fais ce que je veux, vraiment totalement ce que je veux. D'accord. Après, je sors du studio et je mets ma casquette de producteur et cetera et là, je me dis: «Comment je fais pour que ça marche?» Ok. et donc ça m'a permis, l'indépendance, de vraiment splitter les 2 et d'être 100 dans la musique et parfois, je fais des morceaux, où je me dis: «Je sais qu'il marchera pas ce morceau». Avant, quand j'étais signé en maison de disque, je me disais: «Il marchera pas ce morceau, nanani» et je me disais et je me bridais. Je me disais: «Bah, de toute façon, ils le bosseront pas, enfin, ça sert à rien et tout» et donc c'est là que j'étais, en fait, aliéné par le business, alors que j'ai été signé. Alors que là, maintenant, comme je suis totalement indépendant, je me dis: «Bah, il marchera pas, c'est pas grave, je verrai comment le faire marcher, mais faisons-le». En tous les cas, ça fera un morceau, j'en ai besoin, de le faire, j'ai juste envie de le faire, je le fais et je verrai après, en fait. Et comment justement ton rapport à l'argent a évolué pendant ta carrière d'artiste? En fait, assez rapidement, quand j'ai signé en maison de disque, je me suis dit: «Il faut que je commence à m'intéresser au sujet d'investissement». Ok. C'est un peu pour ça, je pense, à mon avis, que je suis là. C'est que je me suis dit: «Je vais rien acheter, je vais pas acheter je vais rien flamber, quoi, en tout cas et je vais essayer de tout placer. Tout ce que je peux gagner maintenant, je peux le placer». J'avais pas encore d'enfant et cetera, donc c'était le moment parfait et c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'investissement Ok. et c'est aussi comme ça que je me dis que j'ai ma sécurité, ma tranquillité pour, continuer à bosser en indé parce que maintenant que je suis en indé, tout l'argent que je vais gagner, je vais le réinvestir dans mon projet. Ok. La startup qui se lance et qui a envie de grossir le plus vite possible. Donc aujourd'hui, ma carrière musicale me rapporte, du point de vue du master de mon label, elle me rapporte rien parce que tout ce que je vais gagner, je vais le dépenser. D'accord. Dans le fait de rendre ma musique encore plus connue, investir dans, mon live, les lumières, la scénographie, les instruments et cetera. Donc en fait, tout ce que je vais gagner, je vais le dépenser, sauf la partie que je vais toucher en perso qui sont, mes droits d'auteur. Ok. Et c'est avec ça que je vis aujourd'hui et mes investissements. Le fait que j'ai commencé à placer pour le futur, de dans différentes choses en investissement, qu'on peut aborder si tu veux. Bah, en fait, justement, tu as beaucoup d'artistes qui sont assez mal à l'aise et qui ont peu de connaissances sur ces aspects d'investissement. Ouais. Toi, ça a été quoi la façon que tu as eu de pouvoir aborder ces questions-là? Et pourquoi tu t'es dit tout de suite, justement, je ne vais pas cramer ce que je commence à gagner dans cette vision un peu long terme? En fait, je me suis dit, pour moi, le plus important, c'est quoi? C'est pouvoir faire ma passion. La truc le plus difficile dans ce métier, c'est justement qu'on sait que ça dure pas longtemps. Ok. Partant de ces 2 constats-là, en me disant: «Je veux le faire ça le plus longtemps possible». Là, en ce moment, ça marche, donc tant mieux, mais ça se trouve dans 3 ans, ça marchera plus et j'avais eu le nez creux parce qu'en fait, dès le deuxième album, les maisons de disques ont arrêté de bosser. Ok. Hem Je me suis tout de suite dit: «Comment moi je sécurise mes arrières et comment, je vais être obligé de passer par cette case, éducation financière, pas faire de la merde et commencer à me constituer quelque chose de solide pour, ne jamais avoir à prendre des décisions dans ma musique à cause de l'argent». Parce que là, j'ai plus de sous et Hmm. du coup, je fais, heu, tel morceau un petit peu comme ci ou comme ça, pour la radio, pour machin et cetera. Parce qu'en fait, je veux pas, en fait, être, aliéné par ça. Je veux que la musique, tout reste en studio et que quand je ferme la porte de mon studio, il y a pas d'argent, il y a pas de notion d'argent, il y a pas de mais ça, c'est un luxe, c'est très dur à atteindre, hein et Oui. j'y travaille encore, en fait, je continue d'avoir cette approche un peu de fourmi dans mon travail pour, être sûr que je sois totalement libre, en fait, quand je compose. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au sujet de l'investissement. C'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ah ouais, exactement. Et moi, je t'ai proposé de faire un premier investissement qui était un investissement en SCPI Ouais, ouais, qu'on a fait à crédit. ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui t'a séduit, toi, dans cet investissement pour démarrer, puisque c'était ton premier investissement en tant qu'artiste? Ouais. Alors en fait, ce qui était intéressant, c'était d'utiliser le levier de dette.
Ok. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à un moment de ma vie, quand on s'est connus, j'étais en train de ramasser mes disques d'or, de faire l'Olympia, et cetera. Et donc je me suis dit à ce moment-là, bah, là, techniquement parlant, vu ah oui, il y a ça aussi, mais quand on est artiste, d'un point de vue fiscal, c'est assez dur parce qu'en fait, imagine que tu travailles pendant 5 ans et que Mhm. ton employeur, que tu sois en CDI, que ton employeur te paye pas pendant 5 ans et à un moment, il te dit: «Bon allez, c'est cette année, je te donne tout». Hmm. Bon, bah, forcément, tu te fais, découper au moment de l'impôt parce que, Ouais. tu as tes 5 ans de revenus qui sont sur une année fiscale. Donc bon, ça, c'est juste, côté, heu, pas optimisé, quand on est artiste, c'est que, les organismes qui sont, la SACEM, ou ton label, il va centraliser l'argent, il va te faire un virement un jour et faire: «Voilà, c'est maintenant» et bah, là, voilà et donc fiscalement, tu peux pas trop optimiser tes revenus en vrai quand tu es artiste, c'est pas par contre, tu peux investir, ce qui te reste, et utiliser aussi le levier de dette Ok. de la banque. Montrer qu'en fait, ça se passe bien pour toi depuis 2 3 ans, ce qui était mon cas. Ça fait 2 3 ans que c'était vraiment cool, et pouvoir, bah, faire un crédit et investir, et donc ça, c'est le premier truc qui m'a séduit, c'était l'investissement sur une dette. Ok. Parce que, je me dis: «C'est maintenant, j'ai pas encore d'enfants et tout ça». Ça me permet justement de me construire un capital sans dépenser, en gardant de côté un peu ce que j'ai parce que comme je te le disais, je réinvestis tout pour ma carrière Ok. et de rester dans le game, dans la musique, en fait, en réinvestissant ce que je gagne. Donc ça, c'était le premier truc, c'est sécuriser mes arrières sur de la dette et le deuxième que j'ai trouvé vraiment chouette avec la SCPI, c'est que vu comment tu m'avais expliqué les choses, ça prend pas de temps, en fait, à part un admin annuel, Mhm. une clôture des comptes, quoi, en gros, et un apport, parce qu'il y a un petit effort d'épargne entre, ce que les dividendes vont générer et ce que va, coûter le crédit, en gros. Un peu je simplifie, mais en Ouais, bien gros, sûr, c'est bah, c'est ça. Il y ça. a quand même un petit effort d'épargne à mettre. À part ce virement-là à faire chaque année, que tu peux calculer une fois et après, le faire chaque année, il y a pas tant que ça de travail. Tu vois? C'est de l'immobilier papier, enfin, c'est de la pierre, papier, quoi. Donc ça, j'avais trouvé ça cool parce que ça me permettait de rester focus sur ma musique. Ma mission principale, c'est en studio qu'il y ait pas à me stresser de l'argent et qu'il y ait pas d'admin. C'est pour moi l'admin, c'est un mot, j'en ai beaucoup déjà quand tu as ton label et cetera, tu as déjà beaucoup d'admin comme n'importe quel, entrepreneur en France aujourd'hui qui est seul dans son business, tu vois? Tu dois gérer toutes tes clôtures, tes machins, ta compta mensuelle et cetera. Tous les URSSAF, tout ça, c'est quand même ça prend beaucoup de temps au quotidien. Je voulais pas plus d'admin. Donc, Ok. du coup, je m'étais dit: «Il faut que c'est moins d'admin, de la dette et pas de travail, qu'on peut avoir avec l'immobilier classique, de travaux, de galères, de On va y gestion». revenir après, Ouais, ouais. sur cette partie-là. Mais du coup, justement, donc en fait, ça, c'était vraiment ça le déclencheur. Ouais, C'était de te dire, ça correspond bien à mon mode de vie d'artiste, ouais, de pouvoir, voilà, je prends la décision et une fois que ça tourne sans que j'ai besoin, ouais, justement, de repasser derrière, etc., quoi. ouais, exactement. Ok, et C'est toujours d'ailleurs, je te coupe, hein, mais c'est toujours ce qui me séduit, en fait. d'accord. Parce que, si tu veux, on pourra, évoquer tous les autres investissements que j'ai pu faire parce que ça m'a mis le pied à l'étrier. Je me suis dit: «Putain, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Dès qu'on peut, il faut sécuriser comme ça déjà tu ne dépenses pas l'argent que tu as plus après quoi, Mhm. tu le mets de côté» et donc ça m'a mis le pied à l'étrier aux investissements donc j'ai pu en faire, de toutes sortes Ok, et j'ai fait un peu un tour du cadran et j'en reviens bon, en fait, aujourd'hui, la SCPI, c'est quand même ce qui me prend le moins de temps et le moins de soucis ok, et qui est presque le plus rentable. d'accord. Mais dans le ratio, j'ai d'autres choses qui peuvent être plus rentables, mais ça me prend du temps, en fait. Donc en fait, c'est même peut-être pas plus rentable parce que si je passais ce temps-là à faire de la musique, en fait, bah, je ferais plus de musique, en fait. Donc Et justement, à l'époque où on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu avais apprécié dans l'accompagnement que j'avais fait auprès de toi sur cet investissement? ce que j'avais bien aimé, c'est que c'était, clé en main, en fait. C'est que, bah, tu m'avais accompagné pour le crédit, Ok. tu m'avais expliqué un peu le modèle avec des tableaux assez clairs. Tu m'avais conseillé sur le choix des SCPI aussi, Mhm. en fonction des risques qu'ils peuvent présenter et cetera, des trucs plus ou moins en fonction du rendement et tout ça. Même si c'est à moi de faire l'arbitrage, à la fin, c'est des clés en main. C'est ça que j'avais bien aimé, ouais. Ok. Enfin, c'était toujours aussi dans une logique de temps, tu vois? Mhm. J'ai très peu de temps, à ce moment-là, parce que j'étais H24 en tournée. L'année où j'ai acheté mes SCPI, j'ai regardé, j'ai fait 98 concerts. Ok. C'est quasiment un jour sur 3 en fait et il faut compter le jour de donc c'était, Pâques en France donc en plus, je le les 2 autres jours sur 3 c'était presque, les transports un petit peu à droite à gauche, quoi. Donc du coup, tu es d'accord pour dire que pour un artiste, un sportif, quelqu'un qui a des revenus un petit peu variables et qui doit se concentrer sur son activité, bah, c'est un type d'investissement, les SCPI, que tu pourrais recommander, quoi. Ouais, ouais.
Si c'était à refaire, honnêtement, et je dis pas ça parce que... En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis vraiment convaincu que à refaire, c'est le seul truc que je referais. Ok, Sinon, je me serais pas senti de toute façon d'être venu me parler de tout ça là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, quand tu m'as posé la question, est-ce que tu voudrais parler de ton parcours, etc. Tu as raison, c'est un sujet qui est un peu tabou, l'argent ouais, dans l'industrie musicale. C'est jamais très bien vu d'être artiste et de commencer à parler d'argent, etc. Parce qu'on a envie de rester cantonné à l'image du symbole, etc. Et je comprends, hein, tu vois, bien sûr. mais, mais comme tu l'as dit en présentation, moi, c'est pas comme ça que je me vois. Il y a un côté. Pour moi, c'est la musique le plus important, c'est pas moi. Donc, en fait, moi, je suis qu'un véhicule de ma musique, un interprète de ma musique, mais je fonde pas mon projet sur mon image à moi. Donc, moi, j'ai aucun problème de parler du fait que j'ai une vie classique avec des charges et des dépenses comme tout le monde et que l'investissement, pour moi, c'est ma manière de pouvoir faire de la musique à temps plein, à fond, sur la durée, en fait. Et d'être encore là, ça va faire 12 ans que je fais de la musique, que je fais ce métier. Et c'est notamment parce que j'ai un peu, grâce à un investissement comme les CPI, entre guillemets, dans ma tête, je me suis dit, bon voilà, ma retraite, le truc, il est mis en place, c'est cool, et ça me fera même des revenus dans 14 ans, je crois, parce que c'était à 6 ans qu'on avait Ouais. commencé ça. Euh, Dans 13 ans même d'ailleurs, ça pourra commencer à me faire même des revenus quand les trucs seront financés. Alors justement, donc je me rappelle quand je t'ai rencontré la première fois, on a échangé sur cet investissement de faire de la SCPI à crédit. Et puis assez rapidement, tu as commencé à me solliciter aussi en me disant, bah voilà, j'aimerais faire d'autres investissements, plutôt par moi-même cette fois-ci, Ouais. et d'investir dans l'immobilier classique. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu as abordé ce nouvel investissement immobilier et comment tu t'es formé déjà pour dire, je veux faire ce type d'investissement? Je me suis dit que l'investissement SCPI, c'était une première étape et les avantages, donc bah, on les connaît, c'est le fait que ça me permettait de justement pas avoir à penser à l'investissement, ça tourne tout seul, donc ça me permet de me concentrer sur la musique. Mhm. Mais comme je te le disais en préambule, il y a toujours ce petit côté entrepreneuriat en moi qui est là et je me suis dit, tiens, ça peut être, si le projet me plaît, une super expérience de vie de me lancer dans un investissement où j'y mets plus de cœur. Ok. Tu vois, où vraiment je m'investis moi-même. Je vais y prendre un petit peu de mon temps quand même pour faire ça. Je vais essayer d'aller chercher du coup un rendement qui est supérieur à ce que je peux avoir en SCPI. Mais je vais vraiment y passer. Et ce qui me séduisait beaucoup dans l'investissement immobilier classique, où tu achètes vraiment toi-même un bâtiment, c'était la partie créative. C'était d'acheter le bâtiment le plus pourri pour pouvoir tout Ok. refaire moi-même. Et donc, refaire les plans, faire la déco, prendre des artisans pour faire les travaux. Mais tu vois, toute la partie, garder moi la partie créative. Parce qu'en fait, la musique, c'est de la... On crée avec des notes. L'immobilier, quand tu rénoves un appartement, c'est très créatif aussi. En fait, les personnes qui rénovent leur chez eux, leur maison, ou qui sont marchands de biens, ou qui font ça, voilà, qui sont dans l'immobilier, ils sont très créatifs aussi au final. Et ils décident de comment agencer la pièce, quelle décoration à la fin mettre, etc. Donc, cette partie créative-là de l'immobilier, c'était quelque chose qui me séduisait énormément. C'est un truc qui m'appelait un petit peu, tu vois. Tu as voulu mettre en musique Des apparts, ouais, l'investissement exactement. immobilier, quoi. Ouais, exactement. Parce que c'est un truc plus tangible que Ouais. c'est immatériel, comme on disait, la musique. C'est de la propriété intellectuelle. L'immobilier, c'est de la création, mais physique Concrète. et concrète. Et ça m'a attiré à fond. Et je me suis assez vite fait rattraper par, par ce que le projet en immobilier classique impliquait réellement. D'accord. À savoir, j'avais complètement sous-évalué en termes de temps et de charge mentale les aléas qu'il allait y avoir à tous les niveaux. Ok. Et là, vraiment, pour le coup, donc là, je suis dans une phase, peut-être que tu es déjà au courant, mais où je revends tout. Ok. Pas parce que c'est moins intéressant en termes de rendement, ce que j'ai, Mhm. mais parce que ça me demande du temps, ça me demande de la charge mentale, ça me demande tous les mois de faire le point, même avec mon gestionnaire, d'un point de vue bancaire, regarder les comptes, payer tous les impôts, qu'ils soient fonciers, etc. Et ça me demande, ça m'éparpille en fait. Et c'est un truc qui va me coûter moi très cher, beaucoup plus cher que juste payer une taxe foncière par exemple, mais parce que ça va me coûter de la tranquillité d'esprit et j'ai du mal à composer, à créer quand je suis pas zen et que je suis pas vraiment dans ma bulle. Donc ça a été une erreur dans le sens où ça m'a sorti de mon métier en fait.
D'accord. C'est aller trop loin. Tu vois, même si j'ai adoré la phase créative, ça, pour rien au monde, j'aurais envie de la perdre. J'ai adoré les premières années où vraiment j'ai vu les chantiers devenir des super beaux appartements. Mais ça étant fait, Mhm. maintenant la suite, gérer, réparer les choses qui se cassent, donc l'entretien, toute la partie administrative, tous les impôts, etc. La partie aussi fiscale, parce que le contexte a évolué. Entre-temps, c'est le statut de LMNP, il a évolué. Donc d'un point de vue politique, des nouvelles lois sont passées. Il y a plein de choses qui ont changé, donc il faut se mettre à la page, il y a l'URSSAF qui est arrivé entre-temps dans le jeu. Donc ça demande en fait du temps. Ça demande du temps, des démarches administratives en plus, etc. Et en fait, tout ça, ça me plaît pas en fait. Enfin, ça me plaît pas dans le sens où c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Gérer Je ça. comprends. Tu vois. Et quand tu t'es lancé, tu y es allé seul ou tu étais accompagné par quelqu'un? Comment tu as Non, appréhendé j'y suis cette allé matière? seul. En fait, j'ai acheté très peu cher parce que c'est un secteur en France où le prix au mètre carré est vraiment inférieur à 1 000 euros. Donc, c'était vraiment D'accord. des immeubles de rapport avec plusieurs appartements à totalement rénover dans un secteur très peu cher. Ok. Donc, quasi toute l'enveloppe du projet, c'était les travaux en fait. D'accord. C'est pas tant le bâtiment lui-même, mais euh, et donc j'y suis allé seul, ouais. J'ai investi avec ma sœur sur un bâtiment, seul sur un autre. Et à chaque fois, le projet, c'était de faire des appartements, que ce soit pour de la longue durée ou de la courte durée, mais de rénover des bâtiments qui étaient totalement presque désaffectés en fait, Ok. en appartement tout cosy, où voilà, on n'a plus qu'à poser ses valises. Et j'ai adoré cette période-là, même si ça m'a pris en fait beaucoup plus de temps que prévu. Les travaux, ça a été très compliqué, comme toute personne qui fait des travaux Mhm. ou qui est passé par les travaux se reconnaîtra dans mon histoire. Je pense qu'on peut tous après écrire un livre de blagues sur tout ce qui s'est passé sur le chantier. Il y a eu des toilettes connectées à l'eau chaude, enfin des trucs comme ça. Ok, J'en d'accord. passe les meilleures Ok. anecdotes, mais tu vois, des trucs, tu te dis mais pourquoi en fait? Et donc, une fois que ça a été terminé les travaux, après il y a la gestion, parce qu'en fait, une fois que le bâtiment y vit, c'est normal. Il y a un cumulus qui va lâcher alors que pourtant il est neuf, une serrure qui va être vandalisée, enfin une porte qui va être vandalisée, donc il faut aller quand même au commissariat. Il y a eu des dégâts des eaux, enfin bref, toutes les galères qui peuvent survenir à tout propriétaire. Et ça, c'est des choses que, en fait, avec le recul, il n'y a pas en SCPI. Hmm. Ça reste du papier, en fait. Ok. Et c'est ce qui me séduit aujourd'hui à me dire, je pense que j'aurais quand même fait de l'immobilier classique, mais D'accord. j'aurais dû en faire moins pour être moins exposé à tous ces problèmes, en fait. C'est ma zone d'exposition à tous ces problèmes qui me coûte aujourd'hui vraiment psychologiquement, en fait. Et c'est pour ça que je vends les choses, parce que j'ai vraiment envie juste de faire de la musique, des concerts, etc. Et que mon investissement empiète pas sur ma performance dans ma carrière. Et parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on peut faire un peu le parallèle entre ce que tu as fait sur ta carrière d'artiste et sur tes investissements. Ta carrière d'artiste, tu as voulu chercher à reprendre tes droits et à devenir complètement indépendant. Et en fait, sur tes investissements, Ouais, un petit peu. reprendre tes droits, entre guillemets, et faire tes propres investissements Exactement. immobiliers, ça a pris un peu trop le pas par rapport Exactement. à ta Exactement. carrière. Et pour faire le parallèle avec la musique, en indé, ça m'excite parce que c'est mon métier. Ok. Et dans l'investissement, en fait, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Et je veux pas me rajouter de la charge de travail avec gérer moi-même l'admin, gérer moi-même tout problème qui peut survenir, gérer moi-même la maîtrise d'œuvre de mes travaux, etc. En fait. Et à partir de là, l'immobilier au sens classique, ça demande trop de temps. Si jamais on veut déléguer, c'est très cher. Et si on veut le faire soi-même, ça prend énormément de temps. En fait, c'est un métier à part entière. Moi, ça m'a presque pris un temps plein depuis 3-4 ans. Ok. Donc, ça me permet moins de faire mon métier, ce que j'aime. Et donc, cet investissement-là, sous cette forme-là, m'intéresse pas pour ces raisons-là. Donc elle serait plutôt destinée à des gens qui ont un job justement qui peut-être leur prend moins de temps ou qui leur permet de faire une transition et de dire je quitte mon job et là ça devient mon activité à temps plein Potentiellement. de gérer mon parc immobilier, Ouais, etc. quoi. exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ok. c'est bien vu. Et effectivement, si ça peut être une manière justement d'optimiser pour les gens si le job n'est pas une passion, n'est pas un job passion, pour optimiser son investissement, là, de passer sur de l'immobilier plus classique, ça permet d'accéder à des rendements peut-être supérieurs, mais il faut savoir que voilà, c'est à la condition de plus de temps, plus d'admin, plus de soucis dans la tête aussi, parce que même si tout se passe bien, en fait, quand le locataire part, faut refaire des visites, faut refaire un bail, etc. C'est du temps, en fait, c'est du temps et de la paperasse, de l'administratif. Tu as un ADN très entrepreneur dans tout ce que tu fais. Si tu devais conseiller quelqu'un sur choisir entre sa sécurité financière et sa passion,
Comment tu aborderais les choses avec eux? Ah, ça, ça dépend tellement de chaque personne. En ce qui me concerne, moi, je suis passé par différentes phases. Il y a eu des phases où Ok. j'étais beaucoup plus foufou, à prendre beaucoup plus de risques, et des phases plus conservateurs, on va dire, où maintenant que j'ai 2 enfants, une famille, etc., je raisonne beaucoup plus de manière à l'échelle de ma famille, en fait, à me dire, je vais être sûr que juste on soit tous bien, toujours, et où je vais être amené à prendre moins de risques. Donc ça, c'est tellement personnel. C'est vraiment quelque chose qui dépend de chaque personne et d'où elle est dans sa vie aussi, en fait. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année 2026? Plein de concerts, Ok. plein de nouveaux morceaux. Ok, bah super. Bah, merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Garder le Cap. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Édouard Laurent, qui est le directeur général d'Opal Capital, et nous parlerons de private equity.